Alors l'exposition Préhistomania en fait s'inscrit dans une saison beaucoup plus large autour des arts de la préhistoire. Et donc cette exposition est finalement le dernier volet de cette saison où on voulait présenter les relevés d'art rupestre et d'art pariétal pour montrer en fait comment les sites à travers le monde ont été découverts et ont rencontré le public à partir des années 30 à travers ces relevés qui ont pu voyager, mais qui sont sur la planète entière et souvent difficiles d'accès. L'exposition présente vraiment des œuvres inédites, certaines n'ont pas été montrées depuis 1933 à Paris. Donc on est vraiment sur des chefs-d'œuvre de nos collections. Dans cette première salle, il y a très peu de lumière. Le public voit des œuvres surtout d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, de l'Europe paléolithique, néolithique. Et l'idée de cette première salle était aussi de faire tout de suite une confrontation avec cet art des origines. Le relevé que nous voyons juste derrière nous est un relevé de la Papouasie occidentale. Donc il fait partie de cet art qu'on trouve en Indonésie. Donc en Indonésie, on a des sites depuis 45 000 ans. On voit des mains, on voit des pieds. Il a été fait par Albert Hahn. Et Albert Hahn était un releveur qui a eu un parcours assez incroyable puisqu'il était cinéaste, il était artiste aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi comparer avec les photos. On sait que pour arriver sur ces sites, il y avait toute une panoplie de gestion à mettre en place, puisque ces endroits-là étaient très inaccessibles. Donc il fallait arriver en bateau, en petite barque, avec le matériel, il fallait escalader aussi. Donc nous savons très peu de choses sur qu'est-ce que ça représente. Peut-être un souffle vital de la présence humaine avec ses mains. Et on se demande si nos ancêtres n'ont pas voulu laisser de la marque de leur histoire sur ces parois. On ne peut comprendre le geste de l'artiste préhistorique qu'en étant sur place, qu'en recréant, qu'en refaisant ce geste. Et effectivement, les conditions difficiles de ces expéditions, et souvent matériellement, c'était quand même pas simple d'accéder à ces œuvres-là, eh bien, c'est se repositionner aussi comme un artiste moderne face aux gestes de nos ancêtres. Et c'est intéressant par contre de voir que Gérard Bailloux, qui est une autre figure emblématique qu'on présente dans l'exposition, lui va partir seul. Contrairement à toutes les autres expéditions où ils sont plusieurs, c'est une grosse logistique. Henri Lott, c'est 30 chameaux qui l'accompagnent, 3 tonnes de matériel, il faut quand même transporter tout ça dans des conditions extrêmement difficiles. Bailloux, lui, il va partir seul en fait, et donc il va avoir une approche complètement différente. La photographie, ça on l'a dit effectivement, ils utilisent tous quasiment la photographie. Et ensuite, c'est le dessin, différentes techniques de dessin, des relevés sur place. Certains relevés qui seront bien évidemment complétés après de retour en France. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment matériellement ils organisent aussi leurs expéditions, parce qu'on voit que dans le rendu des relevés même, eh bien finalement le résultat n'est pas tout à fait le même. Et on voit qu'il y a des approches un peu différentes en fonction finalement des expéditions. Ces relevés que nous voyons aujourd'hui, ils nous posent beaucoup de questions. C'est l'œuvre originale, c'est une copie, c'est une œuvre d'art, c'est un document scientifique, c'est plusieurs choses à la fois. Et dans cette première salle, on voulait aussi que le public se pose cette question, mais surtout qu'il s'émerveille. Ces relevés étaient le seul moyen pour le public, dès les années 30, mais aussi pour les artistes, de voir les grottes et les abris sur roche. La première mission où partent des femmes avec Léo Frobenius, c'est en 1928. Dans cette première salle, on voit beaucoup d'œuvres de cette mission qui ont été faites au Lesotho, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Et ces femmes avaient une expérience remarquable en tant qu'artistes, mais arrivées sur place, elles vont être confrontées à des endroits qui étaient inaccessibles, à des endroits où il n'y avait pas de lumière, où il fallait peindre et trouver des couleurs, il fallait aussi copier la texture de la grotte. On voit aussi dans d'autres relevés dans cette salle, notamment une peinture du Lesotho de 1928, où on sait qu'il y avait déjà une partie de la paroi qui avait complètement disparu. Or, se pose la question, est-ce que les artistes ont inventé des détails? Or, on sait que pour certaines équipes, l'idée était d'être le plus précis possible. Mais il y avait un grand souci de réalisme. Il faut se nourrir du passé pour à la fois comprendre le présent et se projeter vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment, je pense, aussi le rôle des musées et aussi de cette exposition, surtout ici au Musée de l'Homme. En appréhendant finalement cette histoire globale, on se rend compte de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis on peut se questionner aussi sur que veut-on pour demain, et c'est ça qui est intéressant. Cet art nous apprend beaucoup sur nos origines,
Et surtout, c'est une période de temps qui est infinie, puisque c'est l'art le plus long qu'on a aujourd'hui. Et avec les technologies, on peut aujourd'hui faire des relevés sans abîmer les parois, ce qui n'était pas tout le temps le cas. On peut dater les pigments, on peut dater les sites, mais on ne peut toujours pas saisir le sens de beaucoup de ces gravures. Aujourd'hui, et c'est aussi l'objectif de l'exposition, nous ne faisons pas tout à fait une exposition sur la préhistoire, mais plutôt qu'est-ce que le XXe siècle a fait de cette préhistoire. Et l'idée était aussi de montrer que toute cette énigme de notre humanité, elle continue à être saisie par des artistes qui essayent de continuer l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est une exposition, bien évidemment, qui regarde ce passé, plus ou moins lointain, mais qui est aussi tournée vers l'avenir, puisque l'idée, c'est aussi de terminer l'exposition en disant que tout ce travail-là, aujourd'hui, il existe encore scientifiquement, mais ça nourrit aussi des artistes contemporains dans leur réflexion, dans leur création actuelle, et que finalement, ce lien-là, il est très réel, très concret encore pour beaucoup de gens.